je suis particulièrement heureux et fier de le recevoir. Je suis heureux parce que, tout simplement, j'ai beaucoup, comme vous tous, je pense, d'admiration pour lui, pour son œuvre, mais aussi pour la personne qu'il est. Et l'entendre ce soir, dans un contexte si particulier à l'échelle internationale, a quelque chose de très spécial. Et c'est aussi pour ça que je suis fier, parce que c'est tout à fait illustratif de ce que le laboratoire de la République peut et veut faire, c'est-à-dire favoriser les passeurs, les personnes qui savent travailler dans la nuance, les personnes qui apportent de la sagesse, les personnes qui apportent de la subtilité. Et pour ça, il faut évidemment des esprits particulièrement éclairés et des esprits particulièrement courageux. Et évidemment, quand on pense à Kamel Daoud, on pense à sa subtilité, à son intelligence, à son œuvre. Oui, mais ça, c'est 50%, peut-être 49% de ce qu'il y a à dire. Le reste, c'est du courage, et c'est ce courage qui, non seulement n'est pas dissocié de l'intelligence, mais est au service de l'intelligence. Et ce souffle particulier qui passe dans ses éditoriaux, dans ses livres, dans ses interventions orales aussi, eh bien, c'est le mélange de l'intelligence et du courage. Et c'est vrai sur l'ensemble des registres d'écriture qui sont les siens, et qui sont nombreux. Et je sais que c'est pour ça qu'il est tant admiré. Beaucoup de gens m'ont dit ah, je ne peux pas venir, mais je l'aime, pardon de le dire ainsi. Il suscite dans le public tout simplement cette admiration qui est assez rare, qui fait penser évidemment, ça pourra peut-être le faire un peu rougir, et puis il y a un côté à la fois logique et paradoxal, à Albert Camus, parce que son positionnement me fait penser à celui d'Albert Camus, celui d'un passeur, celui d'un juste, et celui de quelqu'un qui est toujours dans le doute, dans la meilleure version du doute, c'est-à-dire celle qui fait avancer, parce qu'on n'est jamais complètement sûr de soi, on n'a jamais complètement bonne conscience, on n'a jamais de certitude absolue d'avoir raison, mais on est sûr qu'il faut combattre ceux qui ont la certitude absolue d'avoir raison. Et il a eu un courage exceptionnel, nous le savons tous, tout au long de ces années, pour faire face à l'adversité, faire face à l'intolérance, le faire avec toute la force qui est la sienne, en choisissant très récemment de finalement s'installer en France. Il nous parlera certainement, mais aujourd'hui, ici, dans notre pays, il peut apporter énormément, comme un pont pour la Méditerranée, évidemment, mais plus globalement, comme un pont intellectuel, affectif, si je puis dire, pour que des paroles de raison se fassent entendre dans un monde qui est évidemment beaucoup trop habité par les flammes et qui a besoin de passion, mais de bonnes passions, pas des passions tristes. Je crois qu'aujourd'hui, où il y a tant de difficultés de discernement, notamment dans la vie internationale, où on confond tant de choses, aujourd'hui, des présidents d'universités parmi les plus prestigieuses du monde aux États-Unis ont osé, je ne sais pas si vous avez vu cette image, ont osé dire que les manifestations parlant d'extermination des Juifs doivent être mises en contexte, ne doivent pas être condamnées tout simplement telles quelles, sans fioriture. Des universités qui ont été fondées sur les bases de l'humanisme, qui ont été fondées sur la base d'éclairer le monde. Une d'entre elles a pour blason Veritas. J'ai eu l'occasion de fréquenter cette université. Ce soir, elle me fait honte. J'espère qu'il y aura des réactions à l'échelle mondiale face à cette insulte à l'humanisme, à cette contradiction fondamentale vis-à-vis de ce qu'est normalement une université. Quand on est dans un monde comme celui-là, où il y a un tel manque de discernement, un tel manque d'humanité, eh bien, nous avons besoin de personnes qui ramènent cela, et je suis heureux de le faire dans une université. Justement, la parole de Kamel Daoud, qui, maintenant qui est à Paris, enseigne lui aussi en milieu académique. Eh bien, je suis heureux qu'il puisse être là ce soir, et ça prend un sens tout particulier. Donc, merci à lui d'être là. Je laisse évidemment, comme d'habitude, notre ami Alice Couturier animer cette conversation particulièrement éclairée. Et une très bonne soirée. Je vais.
Kamel Daoud, merci donc d'être avec nous, d'avoir fait l'honneur de nous d'accepter notre invitation, parce que je sais par pas mal de confrères des médias audiovisuels que vous en avez refusé pas mal d'autres. Donc ça nous fait un grand honneur que vous soyez avec nous. Je sais que vous ne vous précipitez pas sur les micros, d'abord parce que vous êtes un homme de l'écrit, un auteur, un écrivain, révélé au grand public français quand vous avez frôlé le concours à une voix près, c'était pour Meursault contre Enquête. Vous êtes aussi un éditorialiste brillant qui officie chaque semaine, en particulier dans Le Point, et vous avez exercé pendant de nombreuses années la fonction de rédacteur en chef au quotidien d'Oran. Alors, je citais ce livre Meursault contre Enquête que je recommande évidemment à tout le monde qui ne l'a pas encore lu. Ça donnait le ton à votre œuvre et je m'explique. Primo, votre œuvre elle est marquée par un thème central que Jean-Michel Blanquer vient d'évoquer. Je dirais dissiper les brumes du mythe, des légendes fabriquées à l'aide de proclamations sublimes afin de mieux dissimuler les réalités qui sont souvent beaucoup plus prosaïques et sordides. Ainsi, le meurtre de l'arabe anonyme de l'étranger de Camus n'était, au terme de votre enquête, je vous cite, qu'un règlement de compte ayant dégénéré, et non pas le crime philosophique que nous vantait la pensée de l'absurde des existentialistes. Secondo, d'emblée, et Jean-Michel Blanquer l'a encore vient de le dire, vous vous inscrivez dans la filiation de penseurs comme Camus, comme Orwell, comme Naipaul, ceux qui ont décidé de ne jamais taire la vérité, y compris quand il s'agissait de ménager son propre camp. Vous ne ménagez personne, ni votre camp, ni celui de l'autre côté. Et ce qui me frappe le plus dans votre travail, c'est votre rapport avec la langue française. Cette façon que vous avez de faire télescoper en permanence l'abstrait et le congrès dans les mêmes phrases, ce côté rocailleux de votre prose, sa précision de pointe sèche. En Algérie, le pouvoir tente d'éradiquer le français, langue colonisateur. Alors, Kamel Daoud, pourquoi écrivez-vous en français? J'écris en français, je peux avoir plusieurs réponses. J'écris en français parce que c'est un choix amoureux, parce que c'est une langue de sensualité pour moi. Je répète souvent cette image qui est audacieuse et fausse. Descartes est une femme. Bon. J'écris en français parce que c'était la langue de l'imaginaire et c'est quelque chose que je dois à chaque fois expliquer. Et alors, le monde arabe, il n'est pas centré à l'arabe. C'est assez déstabilisant comme constat. Il y a la langue algérienne, les langues algériennes, on peut dire. Il y a la langue arabe à l'école. La langue algérienne, vous l'appelez langue parlée, c'est quelque chose d'abusif. C'est comme si je disais le français, c'est du latin parlé. Ça n'a aucun sens. Et au milieu, il y a cette langue française qui, pour moi, j'ai eu en héritage après la décolonisation. C'est-à-dire qu'elle n'était plus la langue du dominateur ou du colonisateur, la langue de la violence exercée, la langue de la violence subie de l'autre. Pour moi, c'était une langue intime. C'est la langue de la sensualité, de l'évasion, de l'autre et de l'ailleurs. Parce que je lisais des romans français, au village, et c'était le seul moyen de rêver. Donc, le choix d'une langue, je pense que c'est un choix de sensualité. D'histoire, bien entendu, de sensualité, d'imaginaire. C'est la seule langue dans laquelle je rêve. Et c'est la langue que j'ai apprise et acquise par moi-même. C'est une langue qui m'appartient. C'est une langue qui ne m'a pas été transmise au sens technique du terme, scolaire du terme. C'est une langue où j'ai défini le mot, quasiment tout seul. Donc, j'ajuste jusqu'à maintenant, vous parlez de style. Pour moi, le style, c'est lent. Effectivement, dans ces trébuchements, dans ces apprentissages, dans le fait que j'investissais les mots de définition qui n'étaient pas les leurs, de sonorité qui n'étaient pas les leurs. Donc, j'y viens quelque part avec mon barbare. Et donc, c'est une langue de nomadisme aussi pour moi. Et c'est pour ça que j'écris en français, parce que ça me plaît, parce que c'est joli. Parce que peut-être Biessine, qui est algérien, il disait j'écris en français pour dire en français ce que je pense d'eux. Moi, j'écris en français pour dire en français. Je suis effectivement plus. Je me souviens d'un écrivain tchèque qui s'appelait Václav Jamek, que j'ai été visiter à la fin des années 80 dans un sous-sol où il vivait à Prague. Et il écrivait en français, qui n'était pas du tout sa langue. Il avait été très peu en France d'ailleurs. Il avait des dictionnaires de poche. Et il m'a dit, j'écris en français parce que ma langue a été polluée par le communisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous écrivez aussi en arabe quand même ou pas? Non. J'aime bien écrire en arabe. D'abord, c'est un barrière technique. Vous savez, quand vous écrivez, vous devez oublier la table, le stylo, le clavier, etc. Et le clavier, c'est cette absence du clavier qui permet d'écrire. J'écrivais des poèmes en arabe à l'époque. Je suis parfaitement bilingue.
Et le malentendu, il est là. C'est pour ça, encore une fois, je reviens à la première question que vous écrivez. J'hésite souvent à y répondre. Deux raisons. Donner une langue, si on le fait trop, on la fétichise. En France aussi, il y a ce danger d'en faire l'objet d'un narcissisme qui est le contrepoids de ce que j'appelle un déclinisme linguistique. Personne ne parle français, le français va mal, personne ne parle français, etc. Je ne suis pas dans le déclinisme linguistique, je n'aime pas, ni dans le narcissisme. Une langue, elle est là, et son triomphe, c'est à partir de ce moment où elle devient transparente, elle devient l'annexe du bon en soi-même, elle devient l'annexe nécessaire, sublime d'une vision. C'est à partir de ce moment-là qu'une langue est revisitée. Une langue peut être polluée. Par quoi? Généralement par les dogmes. Les dogmes et les fascismes. D'ailleurs, ils sont inventeurs. Les fascismes sont les premiers linguistes, ils inaugurent la communication, la propagande et l'accaparation des mots. On le voit par exemple avec l'islamisme, ils traduisent islamophobie qui est peur d'islam, en arabe, ça devient karahiyat de l'islam, détestation de l'islam. Quand on traduit féminisme quelque part par prostitution dans votre langue, il y a un glissement, il y a un usage fasciste des mots, un usage malicieux et sournois des mots pour un peu habiller sa réalité et polluer une langue. Donc une langue, ça se pollue. Selon le livre LTI qui montrait que le monde avait été pollué par le nazisme. Changeons de sujet. Vous m'avez dit à plusieurs reprises, je me nourris de l'adversité. C'est ce que vous aimez dire. En quittant l'Algérie, vous vous êtes fait tant d'ennemis, tant du côté du pouvoir que du côté des islamistes. Vous allez donc à Paris, vous allez nous expliquer pourquoi, en pays ami, en pays laïque. Est-ce que vous ne risquez pas, en restant ici, en écrivant en français, de perdre ce qui fait votre force singulière, cette espèce de colère rentrée, d'amertume qui fait la force de votre travail d'écrivain? Votre colère, elle est, je pense à cette phrase de René Char, tout ce qui a le visage de la colère et qui n'élève pas la voix. Ça me paraît assez bien définir votre propre œuvre. Est-ce qu'en restant ici, dans un certain confort et hors des dangers qui vous menaçaient jusqu'à votre vie à cause des fatwas qui ont été lancés contre vous, est-ce que vous ne risquez pas de perdre cette singularité-là? Je ne pense pas, il suffit d'imiter n'importe quel Français pour collectionner les mêmes couleurs. Je ne peux pas faire concurrence sur ce domaine-là. Non, je ne pense pas. Je pense que là, on est porteur, si on veut être créateur, vous avez vu ce que je suis en train de lire depuis quelques temps, on est porteur d'un exil. À partir du moment où on exerce un droit de lucidité, un droit de conscience, on est dans l'exil. Parmi les siens ou ailleurs, l'exil peut être physique, peut être géographique, peut être historique, peut être familial. Et pire encore, il peut être celui de ses propres terres qui vous pousse vers la solitude et vers la marge. Donc non, depuis très longtemps, j'ai accepté. Ce n'est pas parce que je suis courageux, c'est parce que je suis entêté. J'ai accepté l'équation et le tarif de la lucidité. C'est d'être mal compris, peu compris, rejeté. Quand vous laissez dans le monde arabe, le monde que vous appelez arabe, le monde que vous appelez le monde musulman, il y a une équivalence qui est à la fois sublime et blessante. Être libre, c'est trahir. Être un intellectuel, c'est penser contre les siens et contre soi. Il y a quelque chose de fondamental et de douloureux dans la liberté qui est toujours interprété comme une trahison. On trahit son époque, les siens, les clichés de son époque, les convenances, les croyances, on trahit les plus proches parfois parce que la lucidité est exigeante. Donc venir en France, d'abord, ce n'est pas un pays étranger pour les Algériens. Je le dis, tout le monde le sait, ce n'est pas un pays étranger. Il y a une part française dans l'Algérien, même récusée, même niée, et il y a une part algérienne en France dans sa façon de percevoir la politique. Il y a une matrice algérienne. La matrice politique française est une matrice algérienne par rapport à la mémoire de la guerre d'Algérie, etc. Ça se définit toujours. Donc je ne suis pas dans un pays étranger. En termes de colère et d'amertume, comme je l'ai dit, il suffit de parler. Et en termes de... Le danger peut-être, c'est de maintenir sa liberté. Parce que l'éloge est aussi dangereux pour la lucidité que l'adversité. Rogers disait que toute célébrité, enfin toute gloire, toute célébrité a mal entendu. Et c'est vrai. Mahmoud Darwish dit une phrase que je trouve formidable, il dit plus on est connu, moins on se connaît soi-même. Et c'est très juste. Donc il y a une hygiène numérique, je suis très peu dans les réseaux, il y a une hygiène mondaine, une hygiène médiatique, une sorte de sacerdoce de la lucidité que j'essaie un petit peu de... Alors mon but c'est quoi? Ce n'est pas de changer le monde, ce n'est pas peut-être
cette ambition avant 20 ans, c'est juste d'être plein de ma propre vie. J'ai toujours répété mon mantra dans la vie. Celui qui ne peut pas mourir à ma place n'a pas le droit de vivre à ma place. Et j'exerce l'absolu droit à la cécité, à la myopie, à l'erreur, parce que c'est ma vie. Elle est à la fois absurde, elle n'est justifiée par rien, et à la fois elle est nécessaire et elle est nécessaire pour les gens. Chaque vie, elle est ainsi. Nous naissons dans la précarité. Et peut-être l'avantage de l'exil, c'est qu'il réactive en vous cette précarité absolue. Vous devenez créateur parce que vous êtes exilé. Et cet exil, vous le réparez, vous êtes obligé de fabriquer du sens. Donc, de meubler le nouveau pays où vous êtes. Mais là aussi, il y a des risques, l'aigreur, la nostalgie, la reconstruction du passé, etc. Donc, je ne me sens pas dans un pays étranger, contrairement à vous. Renonçons à l'actualité, à votre actualité, comme on dit dans les radios. Le président de la République vient de vous confier une mission qui est celle de faire circuler les traductions entre notre continent et l'Afrique. Vous êtes associé notamment aux éditions Hamsa, pour qui l'arabe n'est pas seulement la langue des barbus et des salafistes, mais celle de bien d'autres écrivains. Allez-vous vous glisser dans le rôle tout aussi rassurant des passeurs de culture? Je n'ai pas la compétence pour être un passeur de culture. À la limite, je peux juste raconter ma propre vie si elle peut inspirer d'autres. J'ai eu cette chance unique de lire dans le désordre. Je n'ai pas été formé dans un circuit. J'ai lu ce que j'ai pu trouver dans mon village quand j'étais enfant. J'ai lu dans le désordre des livres, des moitiés de livres, des tomes 2, des tomes 1, des tomes 0, des tomes qui n'existent pas parce que je les ai imaginés à partir de titres. Et j'ai eu cette chance de lire les grands classiques de la littérature occidentale, notamment française, en arabe. C'était des éditions égyptiennes, low cost, si certains s'en rappellent, sur le papier très cher, donc qui étaient accessibles. Donc j'ai lu la plupart des classiques en arabe. Et j'ai eu cette chance de lire la plupart des grands textes musulmans en français, la collection Sinbad, si certains s'en rappellent. Eva Mayer-Rubich, je ne sais pas, Mahmoud Abouis, entre autres, Nadi Mahfoud, Al-Bayati, et Sanad Dokobous, et d'autres, je les ai lus en français. J'ai lu les grands textes occidentaux en arabe. J'ai eu cette chance de pouvoir avoir plusieurs fenêtres dans mon monde. À la limite, je dois plus ma lucidité à l'accident que l'intelligence. Et donc, c'est ce qui fait que je m'intéresse énormément à la traduction. Je pense que le sommet d'un pays, d'un État, d'une civilisation, c'est cette capacité à nourrir, payer, subventionner les traductions. L'écrivain disait que la traduction, à la fois, quand elle se fait, elle prouve que c'est possible, et en même temps, elle incarne l'impossibilité absolue. Traduire, c'est quelque chose d'impossible. Donc, c'est ce que j'ai toujours plaidé. Si on veut transmettre le capital culturel français, c'est en traduction. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur depuis le début, à mon humble avis. Je parle sur le compte de beaucoup de gens ici qui sont beaucoup plus lucides que moi. Je crois qu'en mettant en avant la langue française, on a fait une erreur. Ce qu'il fallait mettre en avant, c'est la culture française, la langue suivante. C'est pour ça que j'avais dit au président la dernière fois, lire et traduire, lire Balzac en arabe, fait partie de la France. Traduisons au maximum, dans les deux sens, levons les barrières, levons les murs linguistiques, et ça aidera, ça donnera quelque chose. Et puis, le prestige de la culture française rayonnera. Et donc, au lieu de fétichiser la langue et de la subventionner dans sa technicité, traduisons au grand maximum, la langue suivra. La langue viendra à celui qui cherchera quelque chose dans cette culture. Donc, j'ai l'impression qu'on a renversé les choses, sans plus dessous. Je me suis dit que peut-être cette vision-là, qui fera la promotion de l'immense capital culturel français, vraiment immense. On ne le voit pas de l'intérieur, parce que la religion actuelle, après le catholicisme et avant l'islam, c'est le déclinisme. Mais la réalité, c'est qu'il y a un immense capital qui rayonne dans le reste du monde, qui peut rayonner, et qu'il s'agit de faire rayonner. Restant dans le domaine de l'actualité, et là la plus brûlante, parce que c'est l'actualité d'aujourd'hui, maintenant que vous avez l'oreille du président de la République, est-ce que vous allez lui conseiller de changer sa politique en direction de l'Algérie? Je fais référence à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où le président de la République a dit j'ignorais que c'était l'Assemblée nationale, le Parlement qui devait dicter la politique étrangère de la France suite à quelque chose qui a été voté aujourd'hui. Ma francité est toute neuve et fragile. Je n'ai pas l'oreille du président. Je suis quelqu'un qui dit des choses, qui pense à voix haute. Parfois c'est écouté, parfois pas. On peut partout. Certains de mes amis qui sont là. Je n'ai pas. Peut-être que je suis celui qui arrive de l'autre côté, qui développe, qui dit un discours qui est plus ou moins neuf par rapport à ces écrans
sur l'autre en France. Vous savez, quand on veut parler d'Algérie en France, il y a toujours 3 écrans qui se mettent en place et qui font que le regard est myope. D'abord, on voit l'Algérie à travers les banlieues, c'est le premier écran. Puis, quand on veut parler d'Algérie, on la voit à travers les intellectuels exilés depuis très longtemps, deuxième écran. Et puis, même quand on fait l'effort, et qu'on a le chance d'avoir un visa, on va sur place, on va rencontrer des militants. Et là, c'est le troisième écran. On n'arrive pas à percevoir au-delà de ces 3 écrans. Ce qui fait que le regard français sur l'Algérie reste un regard, je vais poser le mot, exotique. C'est-à-dire, il ne se construit pas sur le réel. Et ce n'est pas, je ne critique pas la France, parce qu'on fait ce qu'on peut, c'est un pays qui est fermé, c'est un pays qui est auto-confiné, très difficile d'accès, même pour les siens. C'est un pays clandestin, vous avez de lui-même. Donc, ce que je peux conseiller le président de la République, c'est trop dans l'ordre. Et si je peux participer plus ou moins à un regard un peu plus lucide en France sur soi-même, à travers l'Algérie, ou à travers ce que représente l'Algérie et le poids qu'elle pèse dans les inconscients, c'est quelque chose. Il est nécessaire pour l'Algérie d'aller vers, je n'aime pas le mot apaisement parce qu'il a été galvaudé, quelque chose d'autre, parce que la francité fait partie de l'identité. L'autre, il est français. Vous savez, le reste du monde, pour nous, Algériens, est français. Même s'il parle japonais, c'est un français. On le sait. Parce que l'altérité a été piégée et engagée dans quelque chose qui est duel. De l'autre côté, c'est un pays qui cultive l'hypermnésie. Tout se rapporte par rapport au passé. Et quand on vient ici, on a l'impression qu'on cultive l'amnésie. C'est-à-dire, l'Algérie reste centrale dans la topographie politique, dans les conditions, dans les grands débats, dans la polémique, dans les manipulations populistes, etc. C'est flatteur pour le nobilisme algérien, mais on est aussi dans le déni. Donc, qu'est-ce que je peux faire dans ça? Je peux écrire, c'est ce que je fais. Au-delà, réfléchir, c'est pas ça. Vous avez bien la pensée par 3, on va voir les 3 obstacles qui nous empêchent de comprendre ce qui se passe en Algérie. Vous venez également d'écrire qu'il y avait les 3 corps palestiniens. Aujourd'hui, il y a cette guerre à Gaza. Qu'est-ce que vous entendez par les 3 corps du Palestinien? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de votre éditorial du Point à ce sujet? C'est une question, oui, je m'y attendais. Depuis peu, je réfléchis profondément sur l'antisémitisme. Bien sûr, on est complotistes de l'autre côté, dire que les Canadiens cherchent de nouveaux clients en Occident pour se clientiliser parce qu'ils cherchent une grande la reconnaissance, etc. La théorie du complot, elle est là. C'est une théorie qui intoxique la pensée dans le monde qu'on appelle arabe. L'antisémitisme m'interpelle et me concerne en quoi? Ce n'est pas sa judaïté centrale qui m'interpelle, parce que je ne suis pas comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais été ni en Israël ni en Palestine pour pouvoir juger, pour avoir un avis. J'ai grandi dans un monde où on m'a inculqué, par son absence, que l'ennemi absolu, c'est le juif. À partir de ce moment-là, l'antisémitisme m'interpelle en tant que réflexion sur moi-même. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? C'est-à-dire ce rapport trouble à l'autre. Alors c'est pour ça que je fais la part des choses. Quand on me parle de Palestine, je suis déchiré. Parce que aucun être humain ne peut accepter de voir des corps d'enfants fracassés. De part et d'autre. La mort, elle est ce qu'elle est. Une guerre peut être justifiée, elle n'est jamais juste. On le sait. Et cela nous déchire. Mais ce n'est pas ça, uniquement. Ce qui me déchire, c'est le sentiment pro-palestinien. Qu'est-ce qu'on en fait chez nous? Il est l'expression de quoi? Est-ce que c'est une sorte de réclusion de soi, de fétichisation autour des Palestiniens pour qu'on soit dédouané et exempté de penser le reste de l'humanité? Pourquoi le cadavre d'un bébé yéménite, 150 000 morts, 377 000 morts selon l'ONU en 7 ans, ne m'interpelle pas? Donc, c'est pour ça que l'antisémitisme m'interpelle en tant que question propre, une question intime. Mahmoud Darwish disait, je le cite souvent parce que je suis ébloui par sa pensée maintenant, il disait, réfléchir sur soi, c'est réfléchir sur l'adversaire en soi. Si je ne suis plein que de moi-même, je ne vais avoir que des convictions. Et donc, c'est en ceci que l'antisémitisme m'interpelle. Et sa conséquence, la mise en marge, les proches qui ne vous parlent plus, les théories tièdes, les non-dites, le non-dit, le grand silence, la dévalorisation de votre tentative d'être libre, lucide et humain. Tout cela m'interpelle. Qu'est-ce qu'ils ont dit de moi? Qu'est-ce que ce sentiment pro-palestinien dit de nous dans le monde que vous appelez arabe? Ou même ici. Donc, c'est ce qui m'interpelle. Maintenant, pour le corps du Palestinien, je suis comme beaucoup de gens. J'ai ma propre expérience. Elle peut être, elle n'est pas absolue, elle n'est pas totale. Dans cette salle, on rencontre des Palestiniens. Mais moi, ceux-là même que je rencontre en Algérie souvent, ce sont des gens qui ne sont pas valorisés.
il y a un décalage immense entre le Palestinien absent et le Palestinien présent. Ce qui fait que ça m'a inspiré cette chronique sur les 3 corps. Et le premier corps, c'est le corps fracassé par la guerre, les bombardements, la guerre totale qui est faite aux Palestiniens. Le corps bouclier, derrière lequel se cache Hamas, ces éléments, se cache derrière, c'est un corps bouclier. Le corps des décolonisateurs, c'est-à-dire, mais ce qui se passe à Gaza, c'est un remake de la décolonisation. Je ne suis pas d'accord. La question palestinienne est une question de décolonisation, c'est une question de droit et de justice. Ça, c'est clair pour moi. Mais il voit une sorte de remake de sa propre histoire pour pouvoir rejouer le vétéran assis et le libérateur imaginaire, ça me gêne. Ce n'est pas un contrat de lucidité, c'est un contrat d'illusion. Et puis arrive le 3e corps, qui est le plus connu, c'est le corps fantasmé de la fin du monde, le corps religieux, le corps messianique. Vous savez, le Palestinien est quand même soumis à un contrat tragique chez les islamistes, disons messianique religieuse. Il est dit qu'il aura un pays le dernier jour du monde. C'est-à-dire ce moment-là où le Palestinien aura un pays, on aura examiné tous les juifs, il y aura la fin du monde. C'est pire que la colonisation. C'est-à-dire, on lui offre ce qu'on le arrachera immédiatement. Et je trouve que ces 3 corps-là sont les 3 corps de la tragédie. Et puis arrive le 4e corps, c'est celui des Palestiniens de leur condition dans le monde qu'on appelle arabe. On ne parle pas, c'est un tabou, c'est une réalité. Un Palestinien à Oran, le jour où il voulait aller se soigner en Tunisie, on lui a refusé un visa. Je ne suis pas quelqu'un qui, affectionnant ce sport et cette religion actuelle du XXe siècle, du XXIe, cloisonnement de conscience. Je ne le vois et je ne condamne que ce que je ne vois et condamne. J'ai la prétention, quasiment chrétienne, d'endosser dans une conscience totale tout ce qui est dans sa contradiction, dans sa douleur, dans sa souffrance. C'est une grande prétention, c'est une voie d'honnêteté. Et vous avez forgé l'expression antisémitisme d'ambiance qui est assez significative dans le contexte que nous vivons ici. Mais parlons un peu de la politique intérieure française, autant que vous êtes obligé de vous y confronter, d'ailleurs vous le faites. Vous dites Mélenchon drague le vote musulman. Comment expliquez-vous cette grande source de curiosité et d'étonnement pour les gens comme moi et ma génération de voir comment un mouvement politique d'extrême gauche qui se veut pour l'émancipation des femmes, l'émancipation de la liberté pour les homosexuels, l'émancipation générale du genre humain, peut-il s'associer avec une pratique, une conception de la religion musulmane la plus rétrograde qu'on puisse imaginer, qu'on puisse trouver dans le Coran, la misogynie parfaite, l'infériorité des femmes, la haine des homosexualités comme le vice suprême. Comment expliquez-vous qu'un Mélenchon puisse draguer les islamistes? On est un enfant de la guerre civile algérienne, et quand on débarque en France ou en Espagne ou en Angleterre, on est frappé par ce que j'appelle le syndrome de Cassandre. On parle d'une chose et personne ne vous croit. On raconte une guerre, personne ne vous croit. D'ailleurs, c'est une guerre effacée en Algérie. La guerre qui a les véritables chiffres consacrés, c'est la guerre décoloniale, la guerre des années 90. Tout le monde a oublié, tout le monde veut oublier. Et encore pire chez nous. Donc, pour cet acteur politique français, qu'est-ce qu'il dit aussi de la France? C'est pessimisme vis-à-vis du politique, une crise de la représentativité, une renaissance du populisme. On a toujours l'impression que la France slalome entre 2 grands piliers, c'est ce que j'appelle moi les intellectuels du constat, les clinistes maintenant, et les idiots qui agissent, de l'action de l'idiot. On a toujours l'impression qu'en France, on va d'une rupture à une autre. Il y a une grande plage de passivité au milieu et ça va vers la rupture. Que fait Mélenchon pour le moment? Pour moi, à l'arrivée en France en tant qu'Algérien, c'est quelqu'un qui drague un électorat qui est là, qui croit être récupérable pour ses propres buts politiques. Et c'est vrai que c'est un électorat qui n'a pas été dragué ni ciblé par beaucoup de candidatures, parce qu'on est toujours dans cette conception qui profite, par exemple, à l'Algérie. L'islam, ce n'est pas nous, ça vient d'ailleurs, comme si c'était exogène. À partir de ce moment-là, il est manipulable et il est satellisé par tout le monde, sauf la France, qui l'abrite, qui le paye, qui le loge, qui l'habille, qui le nourrit, etc. Donc on est toujours dans ça. Comme si l'islam était arabe et que la francité, c'était de l'autre côté. C'est pour ça que cette mise sur le pied d'égalité entre francité et islamité
ne peut pas fonctionner. Parce qu'à partir de ce moment-là, on consacre la différence de l'autre et on dit qu'il a le droit. Non, la francité doit être supérieure. Elle inclura la francité, l'islamité et d'autres religions. Donc, cet homme, je pense qu'il essaie de draguer sur un terrain bien ce qui n'existe pas. Il n'a pas été dragué par les autres, il essaie de le capter. Ça impose une réflexion urgente, à mon avis. Qu'est-ce qu'on fait du vote musulman ici? Parce que pour le moment, l'illusion, c'est qu'en allant vers le vote musulman, on essaie de subir surtout l'islamiste. Et c'est un bon piège. Et dans ce cas-là, montrez-moi quelqu'un qui a gagné en croyant manipuler les islamistes dans le monde. Personne. Personne n'a jamais gagné. Ils sont gagnants. Parce qu'ils utilisent quelque chose que les autres n'ont pas. On parle de temps, chez les autres, on parle d'éternité. On parle d'opinion, chez les autres, on parle de vérité. On parle de messianisme, chez certains qui parlent de résultats électoraux, de mandats et de mandatures. Ce ne sont pas les mêmes visées, ce ne sont pas les mêmes. Bon. Il y a aussi quelque chose de désespérant dans cette illusion. Peut-être que vous êtes un pays ou une géographie, pas uniquement la France, avec une grande tradition millénaire d'ailleurs de culpabilité. Que les ingénieurs de la culpabilisation ont très bien ici. On le voit partout. Vous cherchez toujours le Christ quelque part, celui qui a souffert. À papoter proclame que aujourd'hui le Christ c'est le migrant. Et Mélenchon proclame c'est l'islamiste, ou le musulman. Et donc vous cherchez toujours, peut-être à raison ou à tort, mais vous cherchez toujours quelqu'un à qui vous avez fait tort, parce que vous vous sentez coupable. Donc vous cherchez toujours. Je ne veux pas. Vous arrivez ici en France, mais vous êtes menacé. Je ne suis pas plus menacé, et encore très loin. Une femme iranienne actuellement, qui a beaucoup plus de courage avec sa chevelure que moi avec 3 ou 4 livres. Il y a une projection qui est occidentale, qui est l'expression d'une véritable détresse. Vous cherchez votre crucifié tout le temps, et vous vous sentez coupable de crucifixion tout le temps. Ça continue. Donc, peut-être que je suis dur, je suis désolé. Pour engager un dialogue avec vous, je vous dirais que nous, Français, on a l'habitude de penser que les révolutions se terminent par l'extermination des curés. Il se trouve que l'Iran et quelques autres exemples récents, en 79, nous ont administré la preuve du contraire. Et on a du mal à le comprendre, si vous voulez, parce que nos révolutions à nous ont été des révolutions anticléricales. Or, on a vu en Iran, on a vu dans d'autres pays arabes, après, par exemple, après les printemps arabes en Algérie, en Tunisie ou en Syrie ou en Égypte, qu'en réalité, les révolutions démocratiques peuvent être l'occasion d'une prise de pouvoir par les religieux. Et nous, on a toujours tendance à penser qu'il s'agit d'un faux semblant, qu'il s'agit d'une fausse conscience, comme on dit chez les marxistes, et que très vite, les intérêts de classe vont reprendre le dessus et que les religions, on s'en débarrassera. C'est ce que croyait le Toudé communiste en Iran, ou les Moudjahidines du peuple. On voit comment ils ont fini pendus, torturés par les mollahs qui ont gagné à la fin. Mais c'est très difficile de faire comprendre ça à un ancien trotskiste, vous savez. J'ai eu cet avantage d'être un paysan et villageois, plutôt que trotskiste et communiste. Non, je ne suis pas un spécialiste des questions, je suis pas sociologue, pas historien, j'ai l'avis d'un profane, l'avis d'un vivant, ce qui est assez légitime. Je crois, vous parlez de rupture, de printemps arabe, etc. Moi, j'ai été un peu plus réservé par la suite. Parce que je me dis, je parle d'un calcul très paysan, très concret. Pour avoir une démocratie, il faut fabriquer des démocraties. Et j'ai donné à l'époque une image qui était dure, qui était mal prise, en disant que la démocratie maintenant chez les démocrates dans le monde arabe, c'est proclamer vouloir implanter une usine Tesla dans un village où il n'y a pas d'école. C'est-à-dire où les gens ne sont pas, où il n'y a rien. Les islamistes fabriquent le citoyen de leur califat. Ils le fabriquent par l'école, par l'université, par les syndicats, par les livres, par la puissance de frappe éditoriale et médiatique. Et les démocrates, d'un autre côté, du côté algérien ou du côté du monde arabe, ils sont dans une sorte de bulle de, je dirais pas d'entre-soi, mais de projection sur le réel. Pas très injuste parce que ça suppose beaucoup de courage, en même temps très peu de lucidité. Donc, c'est pour ça que comment voulez-vous avoir une démocratie si vous ne fabriquez pas une démocrate à partir de l'école? C'est pour ça que je dis en traduction. Comment voulez-vous construire un pays, un État, si dès le début, au berceau, on ne fabrique pas des gens capables d'être dans la matrice de la raison, de la lucidité, de la rationalité, etc.
C'est une illusion. Mais les ruptures politiques dans le monde arabe sont surtout pour moi des champs d'observation sur les projections occidentales. Et chaque fois qu'il y a une rupture, il y a un afflux médiatique pour saluer la démocratie naissante et puis ça être suivi par des illusions féroces. Parce que j'enseigne ça pour les journalistes, c'est une des illusions qui m'ont frappé. Par exemple, l'occidental, quand il débarque dans des moments de rupture politique dans les pays arabes, il croit que parce qu'on s'oppose à un régime, on est automatiquement démocrate. Ce n'est pas vrai. On peut être pire. Et ça en dit beaucoup plus sur celui qui projette cette image que sur la réalité. Les réalités sont différentes. Je ne vais pas m'étendre sur ça parce que je risque de taper. Mais pour moi, j'essaie d'être pragmatique. Si on veut construire des démocraties, commençons. La même chose que l'islamisme. Commençons par l'école. Commençons par les livres. Commençons par l'offre éditoriale. Une chaîne de télévision islamiste actuellement dans le monde, que vous appelez arabe, le Jannah, elle est beaucoup plus efficace que tout l'armada de chaînes publiques internationales que vous avez en France. Entre autres. Donc il faut fabriquer du démocrate, il faut fabriquer du citoyen. Ça ne veut pas dire que le modèle occidental c'est le meilleur ou qu'il faudrait le reproduire partout. Je comprends. La grande question pour l'Occident, est-ce que les extraterrestres existent? Pardon, démocratie, est-ce que le reste de l'humanité existe? Mais je dirais que la culture, ça reste quand même une valeur sûre. Et donc si on arrive à propager de la culture, si on arrive à mettre fin à cette misère culturelle dans le monde qu'on appelle arabe, fabriquer des citoyens, et peut-être un jour, une démocratie qui ne serait pas nécessairement les vôtres, mais qui serait là. Donc, peut-être c'est une vision très naïve de ma part, mais je préfère les livres en idéologie, etc. Maintenant, pour revenir sur Mélenchon, il m'a toujours rappelé ce personnage de Gorky, dont je parle souvent. Dans la mer, je crois, il a écouté un trotskiste au début du siècle dernier prêcher. Il disait cette phrase que je trouve sublimissime. Je l'ai écouté, il prêchait l'amour avec un. Il y a une autre misère que la misère culturelle dans le monde arabe dont vous parlez de temps en temps. C'est la misère sexuelle. La misère sexuelle imposée par l'islam et la radicalisation des jeunes musulmans frustrés vous en faites un des éléments fondamentaux de cette radicalisation islamiste vient de la frustration sexuelle. Ça joue dans quel sens? Est-ce que c'est parce qu'ils sont frustrés qu'ils sont radicaux, ou c'est parce qu'ils sont radicaux islamisés qu'ils sont frustrés sexuellement parce que leur religion leur interdit de commerce avec le sexe opposé? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois que surtout les monothéismes sont des religions très puritaines et elles s'adaptent en fonction de leur. Les religions monothéistes, quand elles n'ont pas le pouvoir ni l'argent, elles deviennent tolérantes. Et donc c'est le cas un peu en Occident. Dans notre cas, on a le pétrole. C'est un peu difficile. Mais ce n'est pas l'islam. Il y a de grands poèmes érotiques, il y a des phases de littérature extraordinaire, etc. Moi, je ne crois pas aussi. À la fois, je suis méfiant envers cette idée d'âge d'or. Je crois que le monde, le passé, c'est une gare, c'est pas une bibliothèque. On peut sortir un livre en disant, mais l'islam était meilleur. C'est possible, mais dans les livres. La réalité, c'est autre chose. Maintenant, la misère sexuelle, je me rappelle quand j'étais le premier à en parler, ici dans Le Monde et à notre New York Times, je devais couper incroyable, et j'avais compris que j'avais touché là où ça faisait mal. C'est une réalité. C'est une source de pathologie, c'est une source de violence vis-à-vis du réel. On frustre. D'ailleurs, cette religion découverte dans le paradis, elle vient de ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une réalité. Le corps, c'est mon unique capital. Le corps, c'est ma seule force. Toute l'architecture des croyances, judaïsme, l'islam, la chrétienté, les dieux, les anges, en fait, je suis le seul à mourir. Je suis le seul à perdre mon corps. Donc, en termes de hiérarchie, je me place au-dessus de tout le monde. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide du sens que je vais donner au reste. Et la sexualité, ce n'est pas un péché. La sexualité, l'érotisme, c'est quelque chose qui est nous, qui est en nous, qui fait que nous rencontrons et nous nous perpétuons, que nous nous aimons, que nous nous détestons, que nous écrivons. Et comment voulez-vous que j'habite la vie si je suis le traître à mon propre corps? Si je passe mon temps à le laver, à l'habiller, à le cacher, à le purifier, à le frotter, à le récuser? Comment voulez-vous reconnaître la vie? La vie, elle est habitée parce que nous avons des corps. C'est notre seul capital, notre vêtement. Donc, cette vision que j'ai sur la misère sexuelle n'est pas uniquement opposée à une conception religieuse.
Je crois que la religion, elle est là pour dire nos peurs, nos lâchetés, aussi nos grandeurs d'âme, et aussi, quand elle est chargée de foi et déchargée du dogme, quelque chose de noble en nous. Mais je pense que dans le monde que vous appelez arabe, il y a quand même une trahison du corps, une détestation du corps, une honte du corps. Et bien entendu, ce sont les femmes qui payent le plus. Parce qu'à la limite, le système patriarcal, nous les hommes, on est là, à des admissions pour pouvoir payer Dieu. Les femmes, elles doivent récuser leur corps immédiatement. Pratiquement à la naissance. Donc je crois qu'il y a une misère sexuelle. Je crois que cette misère-là, elle intoxique, elle pollue tout le reste. La langue, la poésie, la créativité, la sécurité, le beau, la notion du beau, la définition du bonheur. Qui définit le bonheur dans le monde arabe? Ce ne sont pas les trotskistes, les marxistes, ce ne sont pas les révolutionnaires, les décolonisateurs. Ils ne définissent pas le bonheur. Ils définissent l'adversaire, l'ennemi. C'est la faute de la France, de l'Occident. Ceux qui définissent le bonheur, malheureusement, ce sont les religieux. Et ils le définissent après la mort. Je pense que c'est la meilleure définition de la maladie. C'est de sursoir au bonheur pour après la mort. C'est-à-dire, on est vraiment soumis à un contrat de trahison absolue. Vous allez être heureux, vous allez aimer, embrasser, étreindre. Et à partir du moment où vous n'avez plus de corps. Il faut être un grand mystique, un grand idiot pour y croire. Des vierges, hein. Vous allez faire allusion à quelque chose que vous évoquez souvent dans vos chroniques. Daoud, ce sont les décolonisateurs permanents, c'est-à-dire ces dirigeants algériens qui se servent de la mémoire de la guerre glorieuse anticolonialiste pour imposer leur dictature et pour justifier surtout leurs échecs permanents. Alors, en effet, l'Algérie, qui pourrait être un pays prospère, démocratique et brillant sur la scène internationale, est un pays pauvre, misérable, où les jeunes sont au chômage, alors qu'elle est assise sur un tas de gaz et surtout de pétrole. Comment se fait-il que 60 ans plus tard, plus de 60 ans plus tard, la décolonisation a déjà plus de 60 ans, ces gens s'accrochent au pouvoir et empêchent la jeunesse algérienne de se projeter délibérément dans l'avenir, comme le font en ce moment d'autres jeunesses arabes? Je ne suis pas d'accord sur le fait que nous avons du pétrole. Je crois que même en France, on avait découvert le pétrole en France avant la révolution française, et non pas la révolution. Je pense que la richesse fossile, la rente, fige les demandes de révolution, ou sont des révolutions très violentes qui profitent des classes en Iran et ailleurs. Alors, dictature, j'ai révisé avec un peu de modestie mes jugements sur mon pays. Je crois que c'est quelque chose de violent. Il n'y a pas de dictature sans une partie de consentement. Une dictature ne tombe pas du ciel. Une dictature, c'est un régime qui propose quelque chose auquel tout le monde est sensible. Si vous faites choisir un père de famille, une mère de famille entre la sécurité et la liberté, souvent on choisit la sécurité et la stabilité. Et la religion des dictatures, c'est justement de vendre de la stabilité. Et en Algérie, ils vendent de la stabilité. Parce qu'on sort d'une guerre de décolonisation, et encore pire, d'une guerre civile. Le régime a... D'autant plus qu'en face des démocrates, qu'est-ce qu'ils proposent, mis à part des slogans et un dégagisme radical qui inquiète tout le monde. Il faut rassurer les politiques qui sont là, ça qu'il faut rassurer un électeur, plutôt que de faire peur. C'est le béaba du métier, ce qui s'y intéresse. Et donc, dictature avec une classe par rapport à une jeunesse, on se rend compte souvent une jeunesse algérienne encore plus conservatrice, encore plus anti-française, et encore plus dans le décolonial imaginaire que ne l'étaient nos aînés. Donc, ce n'est pas aussi tranché, aussi facile à appréhender. Alors, d'où vient ce sentiment? Peut-être de l'échec, peut-être pour un jeune de 18 ans, on lui inculque dès le début que la seule success story algérienne, c'est d'avoir battu la France. Que voulez-vous qu'il fasse sinon imaginer une guerre avec la France, ou aller vers la France, ou venir en France et habiter en France? La France, c'est nous. La France, au fond, c'est une intimité algérienne qui n'a pas encore été résolue. Je pense que c'est un peu ça. Donc, c'est vrai que c'est un pays qui fait mal. C'est le sentiment général. Mais ça, on le dit entre Algériens. C'est un pays qui déçoit, c'est un pays qui déchire, c'est un pays ambigu. On n'y va jamais. Je me rappelle un ami français à Oran, il me disait, c'est un pays où il est difficile d'y aller, tout aussi difficile de le quitter. Parce qu'on y voit sa possibilité. Ça devient douloureux, ça nous déchire. On se dit, on est avec un pays extraordinaire.
Alors, la rente, qu'est-ce que vous voulez? La rente, elle est là, la rente mémorielle, je ne sais pas suivre cette expression, elle est là parce que c'est la seule sécurité, la seule success story, le seul moment où on a rêvé et on a eu une algérianité véritable, enthousiasmante, passionnante, passionnelle. C'est pour ça que nous avons maintenant cette situation qui génère beaucoup de souffrance. Nous sommes un pays dont la souveraineté est excentrée. C'est-à-dire que nous nous pensons vis-à-vis de la France. Vous savez, en Algérie, vous prenez un berbériste avec un islamiste, avec un oranais, avec un gauchiste, avec un trotskiste, avec un homme du régime, avec un vétéran, personne n'est jamais d'accord avec ça. Il suffit que Macron dise que le couscous algérien est magnifique, et là vous avez tout le monde qui est. Donc finalement, on est défini par quelque chose qui est excentré. C'est générateur de souffrance. Nous n'avons pas encore créé le sentiment d'État propre à nous qui peut faire en sorte qu'un Algérien puisse venir en France et regarder le Français dans les yeux, sans rancune, sans sentiment de supériorité, sans sentiment d'infériorité, et de reconnaître la différence entre un Japonais et un Français aussi. Mais, j'aurais dit que nous avons une histoire qui est douloureuse, une histoire de souffrance, une histoire violente, qui est due, je ne suis pas un déterministe, je crois qu'il y a un trauma colonial, mais dans toute vie, qu'est-ce qu'on fait de nos douleurs? Certains les dépassent, certains en font des livres, des œuvres d'art, d'autres ils en font des livres, ils s'allongent dedans, ils ne bougent pas. J'étais un jour au Vietnam, j'étais frappé en tant qu'Algérien par ce rapport aux patients. J'avais posé la question, mais qu'est-ce que vous faites des anciens mujahidines? Le chauffeur il m'a dit, on a un service dans le ministère du Travail qui s'occupe des pensions des médecins. C'est toute l'Algérie qui a un petit service dans le ministère des vétérans. C'est vraiment l'inverse. Mais c'est aussi une douleur, parce que c'est un pays anachronique. Il ne correspond pas à son présent. Mahmoud Darwish, par exemple, pour l'Intifada, il disait, moi, j'avais soutenu l'Intifada. Jusqu'au moment où l'Intifada est devenu un métier. Je trouve très courageux de sa part de dire ça. On ne le dit pas souvent. C'est peut-être plus facile pour moi de dire ça de l'Algérie que de la Palestine qui n'existe pas encore. Mais, j'aurais dit que c'est un pays anachronique. Jusqu'à quand on va habiter le passé? Jusqu'à quand on va récuser le présent? Jusqu'à quand on va dire que tout était mieux avant parce que nous avions un ennemi, nous n'avions pas de pays. Alors que maintenant, nous avons un pays, nous n'avons pas d'ennemi, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je parlais du français intime, chaque Algérien, qui débat avec les politiques français quand ils vont en Algérie, ils sont surpris. Ils sont surpris parce que c'est un pays qui rejette l'autre, mais si quelqu'un français aille en Algérie, il est très bien accueilli. Officiel, chez tout le monde, il est très bien accueilli. Ce qui est le plus facile d'investir de ces fantasmes l'absent. Je ne vais pas le dire. J'ai pensé à dire une mensualité. On pourrait laisser la salle poser quelques questions, mais assez rapidement, parce que on voudrait bien que Kamel puisse dédicacer ses ouvrages. Mais si un micro peut se balader dans la salle, pour Nathalie Henny, par exemple. J'ai dit, c'était la défaite de la cause palestinienne. J'ai dit, parce que pour moi, encore une fois avec 1000 précautions de loin, subissant cette actualité-là, je dis, mais la cause palestinienne, il perd une supériorité morale, au moins un capital d'éthique et de supériorité morale sur l'adversaire, si on pense en termes d'adversité absolue. Et donc, ce n'est pas la première fois que j'écris ça. En 2014, j'ai écrit une chronique qui m'a valu la première rupture avec les orthodoxies intellectuelles dans le monde qu'on appelle arabe. Ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec la Palestine. Vous imaginez pour un Algérien écrit ça. C'était la grande tempête. Et j'ai expliqué que si c'est une question de décolonisation et de justice, je suis pro-palestinien. Mais si c'est une question de confession et de race, ça ne me concerne plus. Ça ne me concerne plus. Donc c'est pour ça que je parlais de défaite de la cause palestinienne, parce qu'elle a été daïchisée, elle a été islamisée. Bien sûr, on va multiplier les explications, les généalogies de la douleur, la réaction, etc. Je suis d'accord, les gens peuvent, on est dans un pays libre, exprimer ce qu'ils pensent. Mais pour moi, la principale conséquence actuellement, c'est qu'elle a revigoré l'offre islamiste dans le monde arabe et ailleurs, qui récupère la mise. C'est pour ça que dans ce texte, j'avais écrit, dans le deuxième, lettre à un Israélien inconnu, je dis, mais il faut que ce problème soit réglé. Parce qu'il en va d'abord pour vous deux, parce que vous y perdez la vie, mais il en va aussi de mon propre bonheur. Parce que dans mon pays, à cause de ce conflit, on sait très bien qui gagne maintenant. Qui gagne du terrain, de la hiérarchie, de la légitimité, de la puissance dans la prise de parole. C'est pour ça que je parlais de défaite. C'est une défaite pour la cause palestinienne.
Si je la compare à l'Afrique du Sud, si je la compare à l'Algérie, etc., etc. Donc, encore une fois, je reviens sur ça. Je crois que c'est une question de décolonisation. Et à partir du moment où elle sert de fonds de commerce aux islamistes, tout le monde y perd. Tout le monde y perd. Donc, c'est pour ça que je parlais de toutes les fêtes. Bonsoir. Tenant compte des relations intimes entre l'Algérie et la France, quel espoir et quelle vision vous avez pour l'Algérie au XXIe siècle? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous voulez une réponse intelligente ou une réponse honnête? Pas vrai. Je vais essayer d'être honnête. Ce qui se passe en Algérie maintenant, c'est quand même quelque chose qui déçoit beaucoup, qui blesse, parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit une épopée, une promesse du pays, une belle histoire de décolonisation qui à l'époque avait ébloui beaucoup de monde, arriver à une sorte d'impasse, un pays qui est totalement, comme disait Madame Ibris, totalement coincé, riche et pauvre, ni vivant, ni mort, ni démocrate, ni totalement dictatorial, au sens où on a un dictateur, on ne sait même pas qui est dictateur en Algérie. Est-ce que c'est le bonhomme qui conduit un bus ou est-ce que c'est le président dans un palais? Donc c'est assez flou. Et donc j'ai peur actuellement que le centre véritable de la décision politique finisse par concevoir comme nécessité de survie une alliance avec les islamistes. Et on ira vers une sorte de pakistanisation de l'Algérie, c'est-à-dire avec une nomenclature qui vit en offshore, qui garde la main sur les contrats stratégiques, et une délégation de la gestion de l'espace social et culturel aux islamistes. C'est un risque sur d'iranisation et de pakistanisation. C'est un risque qui est, je pense, qui est très sérieux. Est-ce que je suis optimiste? Oui, si j'ai une longue vie, je me permettrai d'être pessimiste vers 87 ans, et encore. J'aurai tout le temps par la suite. Mais je suis lucide. Rien pour le moment. Je suis désolé de dire ça. Et ça me blesse. Et ça blesse ce contrat de censure communautaire que nous imposons en Algérie, celle de ne pas dire les choses. Mais ni dans l'école, ni dans les universités, ni dans les champs éditoriaux, ni dans les médias, ne laisse espérer. C'est la réalité. Je disais tout à l'heure à une dame, un pays c'est quoi? Un pays c'est là où on voudrait voir grandir ses enfants. Ce n'est pas un drapeau, un pays. Ce n'est pas un hymne. C'est accessoire. Ça viendra après, quand on est bien, quand on a une maison, etc. Donc après, on s'offre un drapeau, un hymne, on décapite un roi, et on fait ce qu'on veut. Mais on a un pays quand même. Donc, c'est là où je voudrais voir grandir mes enfants. Vous et moi. Et beaucoup de gens, on va dire. Un jour, quelqu'un se lève, c'est une jeune fille dans le théâtre, je faisais une conférence comme ça, qui me dit, mais vous êtes fasciné par l'Occident, vous faites l'éloge de l'Occident, etc. J'ai été obligé de la répondre d'une manière honnête, un peu violente. J'ai dit, le jour où je verrai des chaloupes de migrants quitter Marseille vers Oran, je changerai d'opinion. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est pour ça que le discours migratoire, dans sa tragédie et dans sa manipulation, dans son écosystème, on dit plus sur l'état du monde et l'état des rapports que tout le reste. Tout le reste. Quelqu'un qui risque sa vie, qui prend une chaloupe, qui va jusqu'à Alicante, pour qu'on meurt, c'est un cimetière, tout le monde le sait. Le beau temps est sinistre en Algérie. Vous savez pourquoi? Parce que c'est durant le beau temps qu'on a les cadavres qui reviennent, des noyés, ou les migrants clandestins partent. Cet inversement spectaculaire de tout l'héritage méditerranéen où la mort est signifiée par le beau temps. Et donc, ces gens qui arrivent à Alicante, à la Costa del Sol, prennent des trains, viennent ici, etc. Vous connaissez ce parcours-là. Je pense que ce sont les plus grands intellectuels. C'est-à-dire ceux qui concluent, contrairement à moi. Donc, qui va vous répondre avec honnêteté, ce sont les migrants, ceux qui partent, ceux qui placent leurs enfants ici, ceux qui veulent sauver leurs enfants en les envoyant dans les écoles françaises, etc. Donc c'est ça l'état d'un pays. C'est pas moi qui le dis. C'est, encore une fois, un pays, c'est là où on voudrait voir grandir ses enfants. Tout le reste est accessoire. Moi, je suis quelqu'un qui croit que le monde n'est ni juste ni injuste. Le monde, c'est ce que je prends. Maintenant, un pays veut diffuser sa culture, il ne va pas attendre le consentement de l'autre, dans le sens où les politiques qui sont ici savent que tous les contrats entre États ne fonctionnent jamais. Si c'est du folklore de coopération, ce n'est pas de la coopération réelle. Donc on le sait, chacun tient fétichise sa souveraineté. Parler de culture en Algérie. Je ne vois pas de cinéma comme à Paris. Je ne vois pas de théâtre. Je ne vois pas des gens dehors. Je ne vois même pas des universités ouvertes après 17 heures. Je ne vois pas la circulation des livres. Je ne vois pas des expositions. Je ne vois pas. Alors, quelle culture parlez-vous? Si c'est
l'hypercentre urbain d'Alger, oui, d'accord. Oui, peut-être qu'il y a de la culture, mais moi, je suis villageois. J'ai été formé par des livres. Jusqu'à l'âge de 24 ans, 25 ans, j'ai vu la première pièce de théâtre. Il fallait que je vienne ici pour voir un musée, un tableau. De quelle culture vous parlez? Il n'y a pas de culture. Il y a une misère culturelle réelle. Il y a une folklorisation de la culture. En Algérie, la culture, c'est le dernier domaine stalinien. C'est-à-dire, on a une culture de l'État-nation qui n'est pas la culture véritable. Ce n'est pas celle du corps. C'est une reconstruction fantasmée, folklorisée sur la culture, les traits puritains, etc., etc. Je vois pas. Maintenant, comment faire? Peut-être que c'est mon illusion personnelle. Moi, je suis un conquérant. Je fais les choses. Diffuse. J'écris. Et quelque part, un jour ou l'autre, le monde obéira. Vous me direz, ça c'est l'État, etc. Peut-être. Mais je fonctionne comme ça. Si j'avais attendu qu'on m'ouvre la culture, etc., je serais resté dans mon village. Je ne serais pas ici, à côté d'un grand monsieur comme ici, pour répondre à des questions avec le peu de culture que j'ai. Mais c'est ce qu'on prend. C'est ce qu'on prend. Il faut, pour la France, je pense qu'il faut qu'on revienne au prestige encore intact du capital culturel. Il faut traduire, diffuser. Maintenant, on a Internet, on a les plateformes numériques, on a les rencontres, etc. Un jour, je raconte une anecdote très rapidement. Les démocrates répètent souvent en Algérie ou ailleurs, le régime ne nous laisse pas, le régime nous emprisonne, le régime nous empêche de faire des meetings, etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Un jour, j'étais parti à l'enterrement d'une proche de mon épouse. J'ai vu un prêcheur islamiste, proche du mouvement de Morsi des frères musulmans, faire un prêche durant l'enterrement. Je me suis dit, mais quelle intelligence. Parce que tout était fermé, ils vont faire des prêches durant les enterrements. J'admire les gens qui s'accrochent et qui trouvent des brèches dans ce qui est interdit. Maintenant, l'autre solution, c'est d'attendre que le monde aille mieux pour croire le faire aller encore mieux. Ça ne tient pas. Déjà. Donc, il faut faire ce qu'on a. Traduire, lire, diffuser. Vous croyez que les livres que j'ai eus en Algérie, parce qu'il y a eu un canal pour me les faire parvenir, les livres voyagent. Les livres voyagent, ils peuvent arriver, ils peuvent changer, ils peuvent bouleverser. Azak ou la petite taille chinoise et d'autres romans. Les livres sont là, pas de frontières. Ce que je veux vous dire, que les obstacles existent, je sais tout cela. Tout ce qui concourt à désespérer, je pense que dans cette salle, on peut faire une encyclopédie de ce qui est désespérant sur 22 volumes tout de suite. Maintenant, gardons au moins 2 ou 3 illusions pour espérer et continuer. Moi, je crois à la culture. C'est toute ma vie. C'est la seule aventure que j'ai eue dans ma vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous vende d'autre? Rien. Donc, écoutez, il faut continuer, il faut traduire, il faut exposer, il faut dire, il faut se réunir, il faut contester, il faut récuser, il faut nier, il faut prendre la parole. Et si on ne vous la donne pas, il faut l'arracher. Et il faut continuer. Vous avez donné un entretien à l'Obs le 26 octobre, dans lequel vous parliez de la nécessité d'un État palestinien pour les Palestiniens, mais aussi pour votre propre liberté, disiez-vous, et dans votre propre pays. Et alors, ma question porte sur la dernière partie de cette phrase, parce que, disiez-vous, ce problème hypothèque tous nos projets de démocratisation. Et j'avoue que je n'ai pas très bien compris ce que vous entendiez par là. Merci pour votre question. C'est exactement ce que j'ai répondu à madame tout à l'heure, disant que pour le moment, cette tragédie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle renfloue les caisses et les fonds de commerce des islamistes. C'est pour ça que ça hypothèque tout projet de démocratisation chez nous. Qui gagne maintenant, franchement? Dans le reste du monde que vous appelez arabe, ce sont les islamistes. L'idée de guerre sainte, l'idée de guerre confessionnelle, la confessionnalisation du conflit, l'antisémitisme, le messianisme, etc. C'est en ce sens que je disais que ça doit être réglé à un humble niveau. C'est ce que je pense, je peux me tromper. Mais la conséquence, je la vois. Je la vois en Algérie. L'explosion du populisme autour de cette présence-absence du Palestinien, au nom de la Palestine, au nom du sentiment pro-palestinien, etc. C'est pour ça que je disais au début, au milieu de la conférence, que ma réflexion sur l'antisémitisme est une réflexion sur moi-même, sur nous-mêmes. Pourquoi nous sommes ainsi? Pourquoi nous haïssons tant le juif? Qu'est-ce que ça en dit sur nous? Et donc, ce qui se passe là-bas impacte, qu'on le veuille ou pas, ailleurs, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des marches, tentatives de marche en Algérie. Vous savez, les premiers qui ont appelé à des manifestations monstres, ce sont les islamistes. Et c'est une question, on ne le voit pas maintenant, mais elle est en train d'hypothéquer lourdement la fragile stabilité des régimes.
Parce que, vous savez, s'ils ouvrent l'espace pour toutes les manifestations, ça va les emporter. S'ils interdisent, ils seront accusés d'être anti-palestiniens. Donc, ils essaient de manager. Et en Algérie, par exemple, ils ont été malins. Franchement, pour ça, ils sont bons. La manif du vendredi a été interdite, mais ils ont encouragé une manif le jeudi. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la veille, on vide un peu l'attention. La manif, c'était le matin, pas l'après-midi, parce que l'après-midi, il y avait la prière de 13h. Donc, il y a une sorte de management de la chose, pour un peu à la fois surfer sur le sentiment pro-palestinien, mais en même temps brider le risque islamiste. Donc, c'est en ce sens que je dis que nous sommes dans un monde où les choses ont des conséquences ailleurs. C'est comme un jour j'avais dit à un politique français à propos, la règle c'était pour beaucoup de Français, d'Allemands et d'autres occidentaux de visiter le palais où logeait Bouteflika à l'époque, qui était totalement grabataire. Je me suis permis cette phrase avec un politique français que je respecte beaucoup. Je lui ai dit, mais monsieur, parce qu'il venait de lui rendre visite pour dire qu'il est encore vivant. Donc, je lui ai dit, mais vos compromissions sont en catastrophe. C'est ainsi. Si vous cédez sur la baya ici, vous imaginez ce que ça coûte de l'autre côté. Si vous dites, ah ben oui, mais bien sûr, ils ont le droit de faire ceci et de cela. Et les 200 000 morts en Algérie, ça manque pourquoi? Rien. Donc c'est pour ça que nous sommes un peu confrontés au même mal, et que la réaction de chacun a une fracture sur la conception de l'autre et sur la vie de l'autre. C'est ainsi. On ne peut pas cloisonner nos consciences, nos pays, etc. Nous sommes face au même mal. D'ailleurs, vous imaginez, les islamistes sont tous solidaires. Vous n'entendrez jamais un prêcheur du Maroc critiquer un prêcheur en Arabie Saoudite. Mais un intellectuel du 6e peut critiquer un intellectuel du 5e. Nous ne sommes pas solidaires. Bon, c'est notre force et notre fragilité à la fois. Bon, j'aurais voulu finir sur une autre note, mais bon, c'est ce que j'ai dit. Je reste au nom du laboratoire de la République à remercier Kamel Daoud. J'ai déjà dit toute l'estime qu'il m'inspire, que son courage, son intelligence et sa lucidité nous inspire. Merci à lui d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Et n'oubliez pas que les prochaines conversations éclairées auront lieu, comme d'habitude, à la Maison numérique latine.